certains ont franchi le pas, à la grande satisfaction des autorités. Les voilà ouvriers. Encore un moment, et les syndicats auront remplacé les tribus. C'est un pays qui a été vert et peuplé il y a à peine quelques milliers d'années, comme en témoignent ces girafes, gravées par les hommes d'alors. Aujourd'hui, ne reste que du sable, des étendues caillouteuses parcourues par quelques hautains touaregs, jamais mises en valeur sur quelque plan que ce soit. Ces sublimes étendues appartiennent au Niger. Dans la frange sud du pays, la capitale Niamey est plus des 9/10 de sa population, des Noirs. Plus au nord, c'est le désert, le pays des Touaregs. Capitale, Agadez. Agadez, aux rues peuplées de ces hommes bleus mystérieux, qui se voilent mais laissent voir le visage de leurs femmes, qui portent encore tous sur leurs chameaux l'épée et la lance, qui ne sont jamais là que de passage vers les zones moins arides du sud où ils échangent le sel du désert contre du mil. Les Touaregs, qui ont toujours refusé la sédentarisation et la scolarisation. Le Niger n'a pas eu la même chance que l'Algérie, l'Arabie, le Koweït. Son désert ne recouvre aucune nappe de pétrole. Mais dès 1958, géologues et prospecteurs du commissariat français à l'énergie atomique laissaient pressentir que les plaines désertiques bordant l'Aïr, cette montagne qui se dresse au sud du Hogar, pourraient bien cacher des gisements d'uranium. Alors, après une prospection générale en avion, les équipes se multiplient et parcourent le pays. Qu'il y ait de l'uranium, c'est désormais certain. Les compteurs Gégère le disent. Mais existe-t-il des gisements assez riches pour être exploitables? On quadrille le pays systématiquement par des forages pour connaître exactement l'état du sous-sol. De l'eau injectée en permanence remonte à la surface les débris du terrain attaqués par l'outil au bout de la tige. Il suffit de prélever cette boue régulièrement pour suivre les différentes couches du terrain traversé. Mais cet ouvrier a également une autre mission. Il doit, pour le compte du CEA qu'il emploie, chronométrer les éventuels arrêts de la machine afin que la société de forage ne facture pas une minute de trop. Business is business, même en plein désert. Jusqu'à quelle profondeur vous avez foré là? Là, on a foré jusqu'à 240 mètres. 240 mètres là 240 en dessous. mètres. Et vous allez aller jusqu'à quelle profondeur? Jusqu'à 450 mètres. Ça va prendre combien de temps ça? Oh, on a pour 2 jours. Je suppose que dans une heure ils aient fini leur trou. Ils vont se coucher ou ils partent? Nous déménageons aussitôt. Aussitôt? Nous déménageons aussitôt sans perdre de temps. Dans les 5 minutes? Et nous déménageons à 10 km d'ici, puisque les trous sont à 10 km les uns des autres. C'est-à-dire que même si c'est en pleine nuit, vous allez repartir? Même si c'est en pleine nuit, nous n'avons pas 5 minutes à perdre. Le contrat nous vient en forêt, c'est strict là-dessus. Au petit matin, les équipes s'étaient succédées, mais rien n'avait changé. La machine creusait, les hommes la servaient, un spécialiste appréciait la composition du terrain. Un peu effarés, nous regardions ces aventuriers modernes. Quelques Sisyphes égarés qui jouaient au rendement et à la rentabilité au centre du désert. Pourtant, ce fut par un matin semblable que vint la récompense. Les petits tas de sable contenaient 2 pour 1000 d'uranium. C'était à 200 km au nord d'Agadez, dans un pays couvert de gros graviers et si plat sur des centaines de kilomètres carrés qu'il semble avoir été terrassé par des géants, dans une région si déshéritée que même les Touaregs l'évitaient, qu'était allé se cacher le métal de l'avenir.
Vous avez de l'eau là au fond de la carrière. Oui, alors, comme partout, il y a une nappe, il y a des nappes en territoire désertique, et entre autres ici, la nappe dans laquelle on va exploiter le gisement a un niveau piézométrique de l'ordre de 27 mètres, niveau auquel nous sommes actuellement. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en plein désert, mais en plus vous allez travailler dans l'eau. En plein dans l'eau, oui. Il faudra pomper tout le temps. Ah ben il faut pomper, on pompe depuis un mois, il faudra pomper jusqu'à la fin de la carrière. Pour exploiter cet uranium, il fallait commencer par enlever 37 mètres d'épaisseur de terrain. Il fallait construire une usine et une ville au bout du monde. Rien de tout cela n'a rebuté les hommes. À partir de 71, la Somaïr produira 750 tonnes d'uranium et à partir de 74, 1500 tonnes. À 2 pour 1000, cela obligera à manipuler 750 000 tonnes de minerais chaque année. L'énorme quantité de terre enlevée de la carrière a été bien entendu déposée à côté et dessine maintenant, dans la plate immensité, la silhouette insolite d'une montagne, visible de loin. L'usine, qui semble à peine commencer et qui pourtant produira ses premiers grammes d'uranium dès la fin de 1970. Enfin, la ville. En 68, il n'y avait rien d'autre que, disons, qu'un camp provisoire ou quelque chose. Il y avait un camp provisoire qui se trouvait au nord de du site où vous êtes ici et qui, en fin 67, au moment où moi-même je suis arrivé au Niger, comportait 5 ou 6 garçons du CEA. Et par la suite, alors, la cité de chantier où nous sommes ici actuellement. Cette cité de chantier a été constituée en partie, comme vous le voyez, de cabines climatisées, très confortables d'ailleurs. Nous avons vécu pendant un certain nombre d'années seuls, en célibataire, et maintenant... peu d'années finalement, puisque en 2 ans la ville est née. 2 ans pour les plus anciens, quelques mois pour d'autres. Et par la suite, nous avons, concurremment avec des travaux qui se réalisent actuellement et se poursuivent en zone industrielle, eh bien, créer une ville dans la zone de la société. Créer une ville, ça veut dire non Alors seulement... une ville, c'est évidemment d'abord les logements pour accueillir les familles, et c'est ensuite les équipements collectifs, tels que dispensaires, tels qu'écoles, tels que clubs. Un club, un dispensaire, des logements, de l'électricité, de l'eau. Mélangez le tout, agitez, vous aurez une ville. Une ville. Tout le monde ici dit la ville. Sans doute pour égayer d'autorité ces quelques alignements de maisons basses que les architectes ont, au milieu d'étendues immenses, serrées les unes contre les autres comme en banlieue parisienne. Psychologiquement, c'est meilleur, paraît-il. Un jour, il y aura quelques arbres. On a déjà engagé un pépiniériste. Pour l'eau, bien évidemment, la zone d'Arlit était une zone particulièrement hostile, où il n'y avait même pas de puits Touareg, et Touareg d'ailleurs ne fréquentait pas cette région. Mais nous avons trouvé de l'eau, parce que de l'eau, il y en a à plusieurs profondeurs, il y a 3 nappes notamment. Une nappe qui se trouve où on trouve de l'eau vers 40 mètres, une autre un peu plus bas vers 200 mètres et une troisième ensuite à 400 mètres. Ce qu'il y a de plus difficile pour l'instant, c'est le problème du transport des marchandises qui arrivent, des matériels qui arrivent à Arlit, étant donné que nous sommes quand même ici au cœur du désert, c'est-à-dire à 2000 km pratiquement de toute côte, aussi bien de Cotonou que des côtes d'Afrique noire que des côtes de l'ouest du nord. Actuellement, notre acheminement de matériel se passe de la façon suivante. Le matériel part des ports européens, débarque à Cotonou. Ensuite, emprunt de chemin de fer. Cotonou, c'est le Dahomey. Cotonou, c'est le Dahomey. Emprunt d'un chemin de fer de Cotonou à Parakou, sur 400 km. Ensuite, il y a une rupture des charges. Ils sont pris en charge par des flottes de camions
Société nationale de transport nigérien, qui, sur 700 km de piste, les amène à Arlit dans des conditions pas toujours très favorables, parce que la piste n'est pas toujours très bonne. Vu ça, aussi, est abîmée pendant la saison des pluies. La saison des pluies. Parce qu'il pleut quand même dans ce pays. Il pleut beaucoup. Il y a une pluviométrie très faible qui peut être de 30 à 60 ou 80 mm. Mais qui est concentré en quelques pluies. En 2 ou 3 jours. Alors ça nous fait souvent un véritable lac. C'est ça. Dans la région. Les pistes désertes du nord d'Agadez sont donc devenues la route de l'uranium. Mais derrière les camions des techniciens, d'autres convois se sont vite mis en route vers Arlit. Ceux des chômeurs et des petits commerçants noirs, attirés par les emplois ou par l'argent que les techniciens ne manqueraient pas de dépenser. Ménageant le dessin d'une rue ouverte sur le désert, des paillotes se sont amoncelées, formant ce que les autorités d'Arlit appellent la ville induite. Ici, chaque soir, à la lueur de quelques lampes tempêtes et sans prendre l'avis des urbanistes, l'Afrique noire présente son spectacle. C'est l'heure où les chômeurs cessent de se demander pourquoi ils ont abandonné leur savane pour ce désert, l'heure où on oublie qu'après la dernière paillote, là-bas à 20 mètres, il n'y a plus rien, 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 pendant des centaines de kilomètres. Ce soir-là, le commissariat à l'énergie atomique reçoit en notre honneur, dans sa petite oasis artificielle de Madawela. Les directeurs de la Somaïr sont venus d'Arlit avec leurs épouses, ainsi que le sous-préfet, tandis que l'on prépare l'inévitable mais délicieux méchoui. À Madawela, le CEA fait la démonstration de ce que pourrait être ce pays si l'eau n'était si rare. Des arbres verts poussent au centre d'un plateau absolument désertique. Il suffisait de creuser assez profond. Alors, pourquoi ne pas forer partout? Parce que ces nappes d'eau ne sont pas réalimentées. Ce sont des nappes fossiles, emprisonnées là, qui s'épuiseraient si on les exploitait abusivement. Peu de pluie à retenir, pas de mer à dessaler, ce n'est pas demain que ce pays verdira. Ces deux enfants, dont les parents travaillent au CEA, auront peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être plus, sans avoir jamais vu d'autre perspective que celle de ces 10 maisons. Et les Touaregs? Leur silhouette continue encore de donner un sens au désert, mais leur univers est touché. La civilisation technicienne attire toujours, même les plus fiers des nomades. Ils laissent certains de leurs puits s'ensabler, puisque de l'eau, il y en a, là où se déverse le trop-plein des piscines. Du bas. Dans l'insolite petite école sous tente, où le CEA forme quelques prospecteurs africains, l'un des 5 élèves est un jeune Touareg. Vous lisez celle du haut ou celle du bas? Je lis sur l'échelle du haut. Vous lisez sur l'échelle du haut, c'est-à-dire celle qui est graduée de 0 à 5 5 ans. Des chercheurs d'uranium, dans un pays où la scolarisation est pratiquement nulle, l'histoire a de curieux raccourcis. Un détail nous a paru caractéristique. Lorsqu'on assoit dans une Land Rover un Touareg qui connaît chaque grain de sable du désert, il se perd immédiatement. Ça va trop vite, dit-il, habitué au lent balancement du dromadaire. Certains ont franchi le pas, à la grande satisfaction des autorités. Les voilà ouvriers. Encore un moment, et les syndicats auront remplacé les tribus. Peut-être faut-il s'en réjouir, sans doute même. La manœuvre nous disait: je gagne 10 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 200 de nos francs. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Mais, je vous le disais bien, qu'il restait peu de temps pour aller voir Agadez.